Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. Au sommaire de notre émission, les illuminations de Noël éco-responsables. Dans le département, on vous parlera d'une association FASC qui accompagne les créateurs de mode dans leur développement écologique notamment. Et puis l'objet de la semaine présenté par Rémi, eh bien, c'est un isolant pour construction à base de paille de riz de Camargue. Planète Locale, c'est parti. On commence tout de suite, Rémi, avec ces illuminations de Noël éco-responsables. En quoi ça consiste ? Eh bien, à l'approche de Noël, le centre-ville de Marseille s'illumine à la mode écolo. Cette année, la mairie a décidé d'installer des décorations éco-responsables. Alors en fait, plusieurs structures lumineuses ont été disposées, notamment sur la place du Général de Gaulle. Elles sont en forme d'ourson, de reine, de bonhomme de neige. Et surtout, elles ont été fabriquées par la société Blacher à base de 94 000 bouteilles en plastique qui ont d'abord été repêchées puis recyclées. C'est une première en France, selon la mairie de Marseille. Et la tête d'affiche de cette collection, eh bien, c'est la baleine bleue, installée en bas de la canebière. Alors, elle a une double fonction, décorative et utile, puisqu'elle fonctionne un petit peu comme une poubelle jaune, c'est-à-dire que les Marseillais vont pouvoir jeter leurs bouteilles en plastique usagées. Elles seront ensuite récupérées par la start-up Synchronicity. Autre chose qui change cette année, le rythme de consommation peut être moins intensif. Cette année, en fait, les 5800 mètres de guirlandes seront éteints entre 1h et 5h du matin. C'était pas le cas avant. Alors, c'est un choix, certes, plus respectueux de l'environnement. C'est aussi un choix économique, puisqu'il va permettre de compenser un petit peu les 400 000 € investis par la ville de Marseille dans les décorations. Au total, les 304 heures d'allumage jusqu'au 2 janvier ne vont coûter à la ville que 2500 €. Une facture d'électricité plutôt raisonnable. Merci beaucoup Rémi, on passe à l'invité du jour de Planète Locale. Bonjour Jocelyn Maire. Bonjour. Merci d'être venu dans Planète Locale. Vous êtes le fondateur et le président de FASC, une association qui accompagne des créateurs de mode. Alors vous allez mieux expliquer que moi. Expliquez-nous en quoi consiste et quel travail vous faites au quotidien. Alors on parle souvent de collectif, en fait c'est un mot un peu à la mode, sans jeu de mots. C'est vrai. Nous sommes donc une association qui fédérons l'ensemble des acteurs de l'écosystème mode basé en région sud, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par écosystème de professionnels de la mode, j'entends ceux qui font du prêt-à-porter, mais aussi du sur-mesure en textile, mais aussi ceux qui font du bijou, de la parfumerie, de la cosméto, de l'accessoire. Voilà, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne mode, quel que soit le produit. L'idée a été en 2019, lorsque j'ai créé ce collectif, de réunir tous ces gens qui ont parfois des métiers quotidiens assez différents les uns des autres, et surtout le produit est très différent les uns des autres, mais qui en revanche ont énormément de problématiques et de sujets communs. Comme par exemple le rythme des collections, et puis d'une manière générale, chercher à faire de la poésie, de la création, d'inventer de nouvelles choses, de nouvelles esthétiques, et tout ça malgré tout avec un processus de forme industrielle, avec un certain nombre de process derrière tout ça, d'où notre baseline qui est poésie et industrie. On s'appelle FASC, poésie et industrie, parce que nous sommes un secteur d'activité qui mêle peut-être davantage encore que d'autres, même si c'est pas le seul, qui mêle des notions d'innovation, de créativité, de création, d'esthétisme, mais aussi, bien sûr, des notions économiques, stratégiques, et process. Également. Alors évidemment, écologique, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Alors parmi les actions que nous menons, nous venons de sortir un livre qui s'appelle le livre blanc sur la transition écologique de la filière mode en région sud. Ce livre, on a confié sa rédaction à une spécialiste de ces questions-là, qui est Eliane Di Natali, et qui raconte donc dans ce livre, qui prend en fait le cycle de vie du produit, que j'imagine vous connaissez, vous savez ce que c'est que le cycle de vie. Au passage, d'un cycle de vie de produit, c'est valable dans n'importe quelle industrie. Designer un produit, l'imaginer, le penser, le créer, on est bien dans cette notion de création et de poésie d'une certaine façon. Ensuite on le développe, on imagine comment on le fabrique, puis on le distribue, et puis éventuellement on le répare pour allonger sa durée de vie, et puis dans un certain nombre de cas on le recycle, on l'upcycle selon. C'est tout ça le cycle de vie du produit, et ce livre il suit le cycle de vie du produit, il explique ou réexplique les différents enjeux de la chaîne de valeur, il donne aussi les alternatives évidemment en fonction des choix. À un moment donné on choisit entre une matière première et une autre, entre un lieu de fabrication et un autre, entre un moyen de transport aussi et un autre, selon si on met ces produits dans un container ou dans un jumbo jet qui dépense beaucoup de kérosène, les conséquences sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, et donc ce livre, il explique tout ça, et j'en finis par là, il présente aussi une trentaine de bonnes pratiques
dont l'essentiel sont menés par des entreprises de notre territoire. Mais on ne s'est évidemment pas empêché de parler d'autres entreprises basées ailleurs, mais qui sont Alors, remontrez-nous pionnières. Le livre, voilà, Rémi. Voilà. Oui, vous parlez de bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y a des vêtements qu'on qualifie d'éco-conçus. Quels sont les matériaux privilégiés ? Alors, il y a évidemment des matériaux issus du recyclage. Vous parliez tout à l'heure de Blacher qui fait dans les illuminations. On connaît bien cette entreprise basée à Gap. Je crois que vous allez nous parler ensuite d'autres produits issus du recyclage. Donc, évidemment, dans la mode, on a aussi cette volonté-là. Depuis déjà un moment, on en parle un peu plus aujourd'hui, mais en fait, ça fait déjà un petit moment qu'on sait faire du tissu à partir de bouteilles PET, par exemple, de bouteilles en plastique. Donc ça fait un moment que ça existe, ça se développe. Aujourd'hui, on a un vrai problème de sourcing, d'ailleurs. L'un des enjeux, c'est la valorisation des déchets, en fait. C'est bel et bien de récupérer suffisamment de bouteilles pour créer suffisamment de fils, puis tisser suffisamment de tissu pour avoir suffisamment de vêtements. Voilà, je rajoute à peine, mais franchement, on est dans ce genre d'enjeu. On manque de recyclage, attention. C'est la filière recyclage qui est le sujet. Je pense que le bouteille en plastique, je pense qu'on en a suffisamment. Mais en revanche, c'est effectivement la chaîne de la valorisation, en fait, qui pose question, en tout cas qu'il faut booster, il faut qu'on trie davantage, pour le dire autrement, il faut qu'on trie davantage. Donc il y a ce genre de matériaux-là, et puis il y a évidemment toute la question aussi, pour parler plus R&D et un peu plus avenir, par exemple, ma chemise demain, on est en capacité de la déconstruire, de la ramener au niveau de la fibre, puis de cette fibre la refiler, de la retransformer en fil, puis de ce fil retransformer en tissu. Tout ça, d'un point de vue technologique, on sait le faire. Il y a des vrais choix industriels à faire. À Marseille, par exemple, si on veut recycler nos vêtements, où est-ce qu'on va ? C'est plus compliqué à Marseille. On n'est pas un territoire sur lequel aujourd'hui tout cela est très développé. Des choses se développent beaucoup, un peu plus dans le nord, notamment. Mais justement, là, on approche des fêtes de fin d'année. Côté consommateur, est-ce qu'il y a des idées reçues à balayer dans le choix des cadeaux, par exemple ? Ou est-ce que vous avez des conseils à donner aussi ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Déjà, je pense qu'on peut, à minima, essayer de consommer local, pour le coup, et au moins essayer de faire fonctionner des marques qui existent localement. Je pense notamment aux fameux petits créateurs, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc parmi les membres de FASC, dans la FASC Force comme on l'appelle, on a à peu près la moitié de nos membres qui sont des petits créateurs, qu'on retrouvera d'ailleurs au Dog Village du 8 au 24 décembre, dans une boutique éphémère qui s'appelle le Noël des créateurs. C'est déjà une première façon de consommer local, même si, je vous le dis franchement, tous les créateurs locaux, tous les petits créateurs, ne fabriquent pas en France, ne fabriquent pas en Made in France. Ça dépend. On a des petits créateurs qui sont aussi artisans et qui donc fabriquent eux-mêmes. On a des petits créateurs qui ne sont pas artisans mais qui confient leur production à des ateliers de production locaux. Ateliers qui, au passage, existent. Si on revient sur la filière textile, il y a des ateliers de confection, il en existe davantage qu'on ne croit. Il y a de vrais enjeux emploi et formation sur ce sujet. Ce qui d'ailleurs nous a amené à créer FASC Academy, qui est l'école de production que nous sommes sur le point d'ouvrir. D'ailleurs, on est en plein recrutement de jeunes. Et si des jeunes de 15 à 18 ans nous regardent, il est encore temps de nous rejoindre. On peut encore raccrocher la première promotion de FASC Academy, qui va former au CAP métier de la mode vêtements flous, c'est-à-dire au métier de couturier et de couturière, et à fabriquer du vêtement. Et aujourd'hui, assez paradoxalement, on manque de bras, on manque de capacité à produire ces vêtements made in France, alors même que nous sommes de plus en plus de consommateurs à vouloir acheter français. Mais comment ça se fait, ça ? Eh bien parce que la filière a en grande partie disparu dans les années 90 et 2000, et que nous sommes que dans le démarrage d'une reconstruction de cette filière, et nous sommes assez fiers, nous, FASC, de participer à cette reconstruction ici, en local, sur notre territoire. C'est en cours. Pour terminer, pour répondre à la question de Rémi, est-ce que vous avez comme ça 2-3 créateurs que vous voudriez nous donner, dont vous voudriez nous donner le nom, qui fabriquent local et qui sont locaux ? Bon, je préfère vous renvoyer. Non, parce que vous savez, les listes qu'on commence comme ça, on les finit pas, et puis finalement elles sont incomplètes. En revanche, non, venez au Dog Village, voir les créateurs locaux. Il y en a qui fabriquent, et vous viendrez les découvrir au Dog Village du 8 au 24 décembre. Du 8 au 24 décembre, c'est noté. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que Rémi va nous présenter un objet, l'objet de la semaine à sa part. Rémi, c'est un isolant pour construction. Ça n'a pas l'air comme ça. Enfin, c'est ça. Tu m'as un petit peu spoilé le rôle de ce riz de Camargue. C'est pas grave. Ah, pardon. Donc, tu voulais l'amener. C'est ça. C'est un échantillon de balles de riz de Camargue. Alors, la paille de riz de Camargue, c'est évidemment un produit local, un produit des Bouches-du-Rhône. C'est aussi un déchet agricole qui a beaucoup de défauts. Il est indigeste pour le bétail. Il est irritant, donc il peut pas servir de litière. Il peut pas servir de compost non plus, puisqu'il entraîne la prolifération des champignons. Et finalement, c'est un produit qui, quand on
le détruit, pollue énormément puisqu'on utilise la technique d'éco-buage, qui est en fait une technique de brûlage dans les champs, qui est donc assez polluante, qui dégage du, Tu nous le remontres en du même gaz, temps, voilà. des gaz à effet de serre. Et donc, il y a des sociétés comme Ball Concept, vous voyez, c'est écrit ici, Ball Concept, qui est basé à Arles, qui ont eu l'idée de récupérer cette paille de riz et d'en faire un isolant naturel, très efficace contre le froid, la canicule et le bruit. Il est considéré également comme plus efficace que la laine de verre ou d'autres matériaux synthétiques. Et il ne contient aucun composant toxique. Donc voilà, aujourd'hui la paille de riz de Camargue est privilégiée dans les projets d'éco-construction. C'est pas pour rien, puisque c'est une nouvelle technique qui limite le gaspillage et qui donne de l'espoir, puisque le riz est la deuxième céréale la plus consommée au monde. Merci beaucoup Rémi, merci Jocelyn Maire, fondateur et président de FASC, d'avoir été l'invité de Planète Locale. Planète Locale, on se retrouve lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité. À tout de suite.